Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire un petit propos liminaire, comme on dit, pour donner un regard un petit peu, prendre un petit peu de la hauteur sur l'étude qui sera ensuite présentée dans ses détails. On a un vrai sujet d'attractivité des métiers industriels, hein, et pas que dans votre secteur, pas que dans l'industrie papier et carton. Quand on regarde un petit peu les causes fondamentales de cette difficulté d'attractivité, on en trouve trois. La première, c'est qu'il y a cette impression que l'industrie paye pas bien. Donc, il y a une question de salaire et de rémunération avec ce premier paradoxe qui est qu'à niveau de formation égale, l'industrie paye mieux que les services. Et donc, on a une question de communication. Il y a une deuxième cause qui est souvent évoquée, qui est celle de la pénibilité au travail, les tâches répétitives, lourdes, les environnements chauds avec des produits chimiques. Et là-dessus, encore un autre paradoxe qui est que l'image que les Français ont des métiers industriels sur leur pénibilité reflète plutôt l'état de l'art des années 80 que celle de 2025. Dit autrement, nos compatriotes imaginent, perçoivent la pénibilité au travail dans l'industrie comme elle était dans les années 80 et pas comme elle est aujourd'hui avec 40 ans, 45 ans d'investissement pour limiter les tâches répétitives, les portages de charges lourdes, etc., etc. Donc là encore, ce deuxième paradoxe nous amène à réfléchir en termes plutôt de communication, comment on reconnecte une perception à la réalité. Et puis, il y a un troisième sujet qui est au cœur de cette étude, euh, qui lui n'est sans doute pas un écart entre la perception et la réalité, qui est celui de l'organisation au travail. Les organisations au travail dans l'industrie sont perçues comme étant peu inclusives, autrement dit très masculines, avec un management vertical, et puis avec cette question d'organisation du travail. Dit autrement, les organisations du travail dans l'industrie, qui sont héritées de Ford et de Taylor, hein, qu'on appelle en termes un peu techniques des organisations mécanistes, ne répondent plus aux attentes de la société. Alors, cette étude que j'ai eu la chance de superviser, hein, elle va vous être présentée dans le détail, elle nous permet de confirmer un certain nombre de choses, et puis aussi, elle nous relève des surprises, et plutôt quelques bonnes surprises. Donc, le premier point de confirmation, comme je vous le disais, c'est que nos organisations du travail dans l'industrie, dites mécanistes, et puis les attentes sociétales de flexibilité, d'autonomie, ont un écart qui se creuse. Le premier point peut-être que révèle cette étude, c'est que tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit au niveau des directions comme des salariés, ont parfaitement conscience de cet écart et ont envie de faire évoluer le système. Peut-être, je dirais même de fond en comble. C'est-à-dire, c'est pas simplement une négociation sur la prime, mais une véritable réflexion de fond sur cette organisation du travail posté. Le deuxième point qui est, je dirais, là une difficulté, c'est que même s'il y a cette volonté, cette envie de réfléchir à cette organisation, il y a pas mal de difficultés, il y a une complexité qui se met en œuvre. Comment prendre en compte l'ensemble des aspirations, des contraintes, y compris celles de la légalité. Et là où il y a, je trouve en tous les cas dans cette étude, une bonne surprise, c'est que certes, vous êtes sans doute la première branche qui lance cette réflexion de manière collective, mais cette réflexion et des innovations ont déjà eu lieu dans plein d'entreprises. Ainsi, c'est ce que révèle l'étude, il y a 20 20% des organisations de votre secteur qui s'affranchissent du 2-8, du 3-8 et du 5-8. Et donc, il y a 20% d'organisations du travail posté qui est originale, ou au moins la moitié qui sont vraiment des recherches et des innovations. Et la conviction qu'on a, c'est que sur ces organisations pilotes, on peut construire beaucoup de réflexions individuelles. Elles peuvent être des sources d'inspiration pour co-construire des solutions pour chacun d'entre vous en fonction de vos contraintes, de vos situations, car c'est le dernier enseignement que j'ai envie de tirer de cette étude pour conclure ce propos préliminaire. On ne voit pas se dessiner une solution unique.
Le modèle de Ford, de Taylor, a été une sorte de modèle unique qui s'est appliqué à tous les secteurs, à toutes les situations. Aujourd'hui, par rapport au questionnement que ça nous pose, cet écart entre les attentes de la société et ce mode d'organisation du travail, les réponses sont plutôt sous forme d'un foisonnement. Il n'y a pas de modèle unique, mais il y a plein de solutions dans lesquelles vous allez être amené à piocher pour répondre à la situation particulière qui est la vôtre. Voilà. Et pour conclure, je dirais, on parle souvent dans nos secteurs de transition numérique avec l'intelligence artificielle, le 4.0, la transition écologique avec des questions de décarbonation, d'eau, de circularité. Il y a naturellement les enjeux, je vais appeler ça des transitions des chaînes d'approvisionnement, avec les questions de régionalisation, des chaînes d'approvisionnement, de sécurisation. Vous en avez entendu parler et on est en plein dedans. Et en fait, ce que dessine cette étude, c'est qu'il y a une autre transition en cours qui est sans doute plus engagée que ce que j'imaginais. C'est la transition des organisations. Elle ne fait pas l'objet d'une réflexion collective, sans doute le mériterait-elle. Et la conviction que j'en ressors, c'est que cette transition des organisations se fait un peu dans l'ombre et il faudrait qu'elle se fasse beaucoup plus dans la lumière, qu'elle soit beaucoup plus collective. Et c'est à cela que contribue cette étude. Voilà, c'était le petit teaser de début en prenant un peu de recul. Et maintenant, je laisse la parole à Florian pour vous faire rentrer dans les détails de cette méthodologie et de cette récolte d'informations auxquelles vous avez contribué. Nous vous en remercions. Merci Isabelle, merci Olivier pour ce petit teaser, pour reprendre tes mots. On est ravis de pouvoir vous restituer les résultats de cette étude aujourd'hui et on est ravis aussi et peut-être surtout d'avoir réussi à travailler avec vous collectivement, puisqu'il y a eu beaucoup de monde et on va y revenir, qui ont travaillé avec nous pour nous alimenter tout au long de ces derniers mois, pour nous aider à comprendre finalement les réalités, les enjeux autour du travail posté dans l'industrie du papier et du carton. Et puis surtout, c'est ce que disait Olivier, de nous rendre compte aussi des bonnes pratiques, des innovations, des bonnes idées qui aujourd'hui sont testées, mises en place sur le terrain pour faire en sorte que le travail posté soit peut-être encore plus efficace et surtout puisse aller dans le sens de l'ensemble des attentes, que ce soit des employeurs comme des collaborateurs. Je voulais commencer cette restitution évidemment par remercier Isabelle déjà qui a supervisé, piloté opérationnellement aussi avec nous cette mission et qui nous a quand même beaucoup accompagné, beaucoup soutenu aussi. Donc merci parce que la qualité de cette étude tient évidemment aussi beaucoup au pilotage d'Isabelle. Et puis vous remerciez vous aussi l'ensemble quand même de l'industrie du papier et du carton puisqu'on a rencontré beaucoup d'entre vous, que ce soit j'allais dire en vrai lors d'entretiens, lors de réunions de travail, lors d'ateliers, notamment lors des paper teams, mais aussi via une enquête, on va y revenir, à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé en ligne. Et ça a été pour nous une source d'enseignement assez, voire même très très précieuse tout au long de cette étude. Alors ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une synthèse du rapport qui est disponible sur le site de l'OPCO2I. Donc là, vous aurez vraiment tout le détail. C'est vraiment les éléments, entre guillemets, qui nous ont peut-être le plus retenu en termes d'attention qu'on avait envie de partager avec vous. On va évidemment vous faire un tout petit rappel méthodologique pour vous resituer un petit peu les enjeux de l'étude, comment est-ce qu'on s'y est pris, quels étaient nos objectifs. On va vous présenter une petite synthèse que vous allez là aussi retrouver dans le rapport complet, et puis vous faire 4 focus particuliers. Un premier sur l'état des lieux du travail posté, reprendre un peu les grands chiffres clés pour cadrer un petit peu le sujet, voir à quel point il est important aujourd'hui dans les organisations de l'industrie. Faire un focus sur les enjeux tels qu'on les a perçus au travers de notre mission. Vous verrez, il y en a 5 principaux qu'on va détailler et qu'on va documenter. Et puis, j'allais dire peut-être surtout, évidemment, partager avec vous les pistes d'action de bonnes pratiques qu'on a pu rencontrer, cartographier, collecter au sein de l'industrie, mais pas que, puisqu'on a aussi rencontré d'autres secteurs industriels, mais pas forcément que industriels, pour essayer d'enrichir un maximum cette réflexion autour du travail posté et regarder comment est-ce qu'on pouvait peut-être s'inspirer aussi de ce qui était fait ailleurs, même si on reste parfois dans des réalités opérationnelles qui peuvent rester assez proches. Et puis pour conclure, quelques petites recommandations pour construire entre guillemets un plan d'action,
même si, comme le disait Olivier dans son teaser, il n'y a pas de solution, en tout cas miracle, ou qu'on puisse absolument répliquer partout. Par contre, on a quand même quelques convictions sur la manière dont on peut collectivement travailler au sujet pour l'améliorer. Alors, peut-être si on reprend les éléments un petit peu méthodologiques en guise d'introduction. L'enquête, pour vous donner quelques éléments, elle nous a occupé quand même quelques mois, hein, puisqu'on l'a commencé à l'été 2025, début juillet jusque janvier 2026, donc ça a été à peu près 6 mois de travail, où nous sommes attachés à la fois préciser les contours, les enjeux du travail posté, hein, c'est ça dont on va commencer par vous rendre compte dans quelques minutes, élaborer évidemment une cartographie détaillée des entreprises qui pratiquent le travail posté pour rendre compte aussi de la réalité et de la manière dont ça se concrétise au quotidien dans les modes de production, bien évidemment. Réaliser un état des lieux, à la fois qualitatif, hein, ça c'est les entretiens qu'on a pu mener avec vous au sein de la branche. On en a mené 14, à la fois côté employeur, côté salarié. On a aussi mené des entretiens auprès d'autres secteurs, il y en a eu 19. Hein. Pareil, on a veillé à chaque fois à rencontrer à la fois des salariés en travail posté pour comparer aussi, puis comprendre leurs expériences finalement de vie et du quotidien, et puis bien évidemment les confronter à la vision, aux envies des employeurs pour faire évoluer la situation. Et puis, état des lieux quantitatif, derrière ce terme de quantitatif, il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est évidemment de la récolte et de l'analyse de la documentation qui est assez riche quand même sur l'industrie, en particulier par exemple les rapports de branche que vous avez pu déjà réaliser par le passé. Et puis c'est aussi l'exploitation de l'enquête en ligne que je vous évoquais en introduction. On a lancé une grande enquête en ligne, il y a eu 124 dirigeants, 130 salariés, donc 250 personnes qui nous ont fait l'honneur quand même de participer à l'enquête. Et ça nous donne comme ça une richesse finalement, je veux dire statistique, assez forte pour vous rendre compte des pratiques du travail posté au quotidien. Et puis le dernier grand objectif qui était le nôtre, j'ai commencé à en parler, c'est vraiment les bonnes pratiques, c'est comprendre ce qui est fait sur le terrain pour voir finalement quels sont les modes d'organisation qu'on peut imaginer aujourd'hui, qui sont déjà mis en place ou qui sont à l'étude pour pouvoir améliorer encore un peu plus les pratiques du travail posté. Alors si on regarde un peu les éléments de synthèse de l'étude, on a un première réalité, bien évidemment, et Isabelle et Olivier l'ont rappelé, c'est que le travail posté, c'est une réalité qui est extrêmement structurante dans l'industrie du papier et du carton. Quelques chiffres clés, on va y revenir par la suite, mais s'il y en avait trois, pour avoir des ordres de grandeur en tête, le premier, c'est travail posté en France, tout secteur confondu, c'est à peu près 6%. Dans l'industrie, on le sait, le travail posté est une réalité déjà un peu plus structurante, on est à 19%, et en particulier dans l'industrie du papier et du carton, c'est une réalité qui est encore plus forte, puisqu'on est à 33% des employés de la branche qui travaillent selon cette modalité de travail posté. Donc on voit bien qu'on a une prégnance particulière du poids finalement du travail posté, qui va évidemment structurer à la fois les réalités de travail, à la fois aussi une certaine culture aussi du travail et de la réalité industrielle, qui est assez forte dans l'industrie, et plus encore dans l'industrie du papier et du carton. On s'est intéressé, on va vous le présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais un peu au portrait robot, entre guillemets, du travailleur posté. Je dis du travailleur posté au masculin, puisque très largement, c'est aussi un petit peu ce qu'évoquait Olivier dans son teaser, mais les employés en travail posté aujourd'hui sont des hommes, à 84%, donc on est vraiment sur une proportion qui est extrêmement forte, sont expérimentés et sont aussi des employés qui sont qualifiés. On va revenir un peu sur ces éléments de cadrage tout à l'heure, mais on est quand même sur ce type de population. On est plutôt dans des PME, bien évidemment, ça tient à la structuration du secteur, essentiellement secteur de la production et de la transformation du papier et du carton, plutôt sur des fonctions, on va y revenir aussi par la suite, mais de fabrication, de logistique et de maintenance. Les rythmes, là aussi Olivier l'a introduit dans son propos liminaire, on est sur du 2-8, du 3-8, du 5-8, on va y revenir, il y a quelques différences bien évidemment suivant qu'on est plutôt dans des entreprises de production ou de transformation, en tout cas on est vraiment sur ce type de réalité.
avec bien évidemment des enjeux spécifiques autour du travail de nuit et du travail le dimanche, qui là aussi il y a des spécificités en fonction des secteurs, des entreprises, y compris dans l'industrie du papier et du carton, mais qui quand même vont poser un certain nombre d'enjeux et de problématiques pour les travailleurs postés. Alors justement, les enjeux et les problématiques, on nous a proposé en fait de les regrouper en 5 grandes thématiques. Première, évidemment, thématique, c'est tous les enjeux autour de la pénibilité et des enjeux de santé et de sécurité au travail. Évidemment, on est sur des rythmes qui sont assez denses, on est aussi sur des rythmes qui impliquent du travail de nuit, qui impliquent du travail le dimanche. Donc forcément, ça va avoir des répercussions non négligeables aussi sur tout simplement la santé, la sécurité, y compris la santé mentale des travailleurs qui sont sur cette modalité de travail posté. Dans les autres enjeux, on a bien évidemment des enjeux en termes d'attractivité. Olivier avait commencé son propos liminaire en insistant dessus, et c'est une réalité, en disant finalement le travail posté n'a pas forcément, entre guillemets, bonne réputation et va contraindre d'autant plus notre capacité à attirer des talents et en particulier des jeunes talents. Cette problématique, c'est le troisième enjeu, elle est d'autant plus forte que l'industrie est face à un enjeu de recrutement, de formation, de transmission des savoirs et en particulier sur les enjeux évidemment de travail posté. Forcément, quand on cumule cette problématique avec le sujet de l'attractivité, on voit bien qu'il y a un enjeu très particulier à faire évoluer finalement des modalités de travail posté pour pouvoir diminuer un peu la pénibilité, travailler aussi sur l'attractivité et faire en sorte finalement que les générations puissent être renouvelées, j'allais dire, sereinement. Et c'est le dernier grand enjeu, au-delà évidemment des contraintes opérationnelles, puisque si cette modalité de travail posté existe, c'est parce qu'il y a quand même des contraintes techniques, opérationnelles, économiques qui pèsent sur les entreprises, qui donnent finalement pas tellement de choix autre que de travailler en travail posté. Mais finalement, l'enjeu, c'est bien de répondre quand même au maximum et en tenant compte de ces contraintes aux aspirations des salariés, notamment des plus jeunes, je l'évoquais, parce qu'il y a, on le voit au travers de nos études, évidemment, des attentes un petit peu spécifiques, par exemple en termes d'équilibre de vie, en termes de capacité aussi parfois à être autonome ou pas dans l'organisation du travail. On revient autour de cette question du mode d'organisation qui sont aujourd'hui assez prégnantes. Dans les bonnes nouvelles, il y a ce qu'on a appelé une détermination collective à faire évoluer finalement le travail posté pour le rendre le moins pénible, le plus attractif, le plus collaboratif possible. Ça a été vraiment un des grands facteurs d'étonnement, mais d'étonnement très positif tout au long de notre étude, quand on a rencontré, que ce soit côté employeur, que ce soit côté collaborateur, que ce soit lors des ateliers, tous les gens, en fait, ont fait montre finalement d'une vraie envie de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes et d'imaginer, ou en tout cas, et de mettre en place des nouvelles pratiques, d'essayer finalement d'améliorer en particulier les conditions de travail. Je parle en particulier conditions de travail parce que, et vous le verrez par la suite, dans les enquêtes qu'on a réalisées, c'est vraiment cette préoccupation première, que ce soit côté employeur, que ce soit côté employé. On a bien conscience de la pénibilité de ce travail, on a bien conscience de l'impact que ça peut avoir sur la santé physique, la santé mentale, la sécurité. Et c'est vraiment la préoccupation qui motive le plus pour faire bouger la situation en termes de recours au travail posté. Alors, évidemment, puisqu'on a envie de faire bouger les choses, on a envie d'essayer finalement des nouvelles pratiques. C'est le quatrième gros bloc finalement de notre étude, c'est les leviers de transformation. C'est la deuxième bonne nouvelle, on a réussi à cartographier beaucoup finalement de leviers de transformation. On va vous présenter la cartographie tout à l'heure. Mais en fait, ces leviers de transformation, ils existent. Il y a beaucoup d'expérimentations, encore une fois, au sein de l'industrie papier-carton, au sein de l'industrie, au sein d'autres secteurs économiques. Et il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont testées, qui vont porter, par exemple, sur l'adaptation, l'aménagement des postes, qui vont travailler aussi sur le rythme de faction, qui vont travailler aussi sur le fait de dire est-ce qu'on n'a pas intérêt à réorganiser aussi les horaires pour passer peut-être pas d'une logique de rotation, mais à des équipes fixes, y compris dans le travail de nuit. Donc en tout cas, il y a beaucoup de réflexions qui sont construites au jour le jour et qui sont construites avec les équipes. Ça fait partie des grands enseignements qu'on évoque depuis le début de cette réunion, c'est
Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de modèle qu'on puisse totalement répliquer. Par contre, il y a des recettes, entre guillemets, qui semblent fonctionner. Et le principal enseignement, c'est de dire il faut absolument construire avec chacune des équipes. Les modèles qui vont marcher, entre guillemets, sur une entreprise, c'est pas forcément ceux qui vont marcher sur l'entreprise, entre guillemets, d'à côté. Et parfois, même au sein d'une même entreprise, en fonction un peu de, je veux dire, la sociologie des différents sites, il faut adapter le modèle presque site par site. Donc c'est vraiment un gros travail de, de concertation, de dialogue et de construction avec les équipes qui, euh, qui est mis en place, qui marche. Et toutes les personnes qu'on a rencontrées qui se sont lancées dans ce type de dispositif ont vu évidemment les bénéfices. Ils ont réussi à trouver, entre guillemets, des solutions un petit peu innovantes, un petit peu différentes, à faire bouger les lignes et n'ont pas voulu revenir en arrière, ce qui est aussi peut-être la troisième bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a réussi à trouver une modalité pour faire évoluer, pour peu que ce soit évidemment bien fait, on le conserve et ça permet évidemment d'avoir des effets très bénéfiques. C'est vraiment le cinquième bloc de structuration de cette synthèse, hein, c'est ce qu'on a appelé inventer des modèles sur mesure. C'est un enseignement qui évidemment est assez fort de, au sein de notre étude. Je propose de rentrer un petit peu plus peut-être sur trois chiffres clés qui nous ont marqués pour illustrer un petit peu les propos qu'on vient de tenir. On parlait tout à l'heure des effets un petit peu, j'allais dire, négatifs du travail posté, notamment en termes d'attractivité. Évidemment, l'impact sur la vie personnelle, c'est quelque chose qui va revenir assez fort. On a parlé de la santé et de la sécurité, ça fait partie de ces sujets. Il y a évidemment dans les autres sujets la question de l'adéquation des rythmes de vie de chacun, bien évidemment, puisqu'on est sur des horaires atypiques, on est potentiellement sur du travail dominical, on est potentiellement sur du travail de nuit. Donc forcément, ce sujet de l'impact de la vie personnelle, du bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il est extrêmement fort. Et il ressort évidemment dans nos études, puisqu'il y a presque 60%, 59% des salariés qui considèrent quand même l'impact sur la vie personnelle comme une des principales difficultés liées au travail posté. Donc c'est évidemment un enseignement qui est assez marquant, qui n'est pas forcément une surprise, mais en tout cas ce chiffre est quand même assez élevé. Deuxième chiffre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure autour de ce terme de détermination collective. 74% des dirigeants sont motivés à mettre en place des changements afin d'améliorer la santé et le bien-être des salariés. On insiste dessus parce que effectivement, il y a cette volonté collective qui est très forte et effectivement, il y a cette conscience de l'impact sur la vie personnelle, de l'impact sur la santé et le bien-être des collaborateurs qui sont une vraie source de motivation collective. Et je trouve que c'est là aussi une nouvelle quand même très positive. Et puis, un thème qui nous a beaucoup marqué lors des échanges, c'est le sujet de l'aménagement des postes tout au long de la carrière des travailleurs postés. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les personnes en travail posté aujourd'hui sont assez expérimentées, elles sont souvent dans les entreprises et parfois même sur les mêmes postes depuis des années, voire des dizaines d'années. Donc forcément, il y a aussi un effet d'accumulation de la fatigue, il y a aussi un certain vieillissement qui se fait ressentir et c'est tout à fait normal. Et donc se pose la question de plus en plus forte de comment est-ce qu'on peut aménager les postes pour tenir compte, évidemment, de cet effet, j'allais dire, cumulé tout au long de la carrière, mais aussi parfois des rythmes de vie qui peuvent changer. Peut-être qu'un travail, entre guillemets, posté selon certaines modalités quand on est jeune, on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes, notamment familiales, que quand on avance, entre guillemets, dans la vie de famille. Et ça peut aussi avoir un impact en termes d'adaptation et d'aménagement relativement fort. Donc ça, vraiment, 80% des dirigeants qui sont favorables des mesures d'aménagement de poste, on voit bien que ça structure énormément la réflexion autour de l'évolution du travail posté. Alors, pour rentrer dans ce qu'on a appelé l'état des lieux, donc c'est un état des lieux à ce stade quand même relativement quantitatif pour vous donner quelques chiffres clés. Je vous le disais, vous retrouvez les chiffres que j'ai souligné tout à l'heure lors de la synthèse, ça reste une réalité quand même très importante de l'industrie du papier et du carton. Encore une fois, un tiers des salariés, ce que rappelait aussi Isabelle dans son introduction, de l'industrie du papier et du carton sont aujourd'hui en travail posté. C'est beaucoup plus que l'ensemble de l'industrie, on est à 19%, et c'est beaucoup, beaucoup plus que
tout secteur économique confondu, puisque là, on est à seulement, entre guillemets, 6% de salariés. Donc, on est vraiment sur une dimension extrêmement structurante pour l'industrie du papier et du carton, ses dirigeants, ses directeurs et évidemment les collaborateurs. Si on passe au slide suivant, on est évidemment sur un rythme qui est soutenu, notamment sur la production. Là, on est vraiment sur les entreprises du secteur de la production. On va voir la transformation dans une minute, mais si on regarde uniquement la production à ce stade, on est sur un fonctionnement continu principalement en 5-8, ce qu'on a appelé une organisation en feu continu. Il y a une rotation horaire rapide des équipes. On change à peu près tous les 2 à 3 jours d'horaire. Donc, on est quand même sur aussi une adaptation personnelle qui est très forte et qui est sur des cycles très raccourcis. Et puis, on est sur des cycles d'activité eux-mêmes qui sont assez soutenus. On parlait tout à l'heure du travail du dimanche. Il est quasiment généralisé dans les entreprises du secteur de la production. Les plages de travail, on est sur 6 jours consécutifs pour la majorité des salariés. Donc, on est sur des plages de travail quand même relativement longues. Mais bien évidemment, il y a des repos compensatoires qui existent. Donc, on est aussi sur des plages de repos étendues, même si ça ne compense peut-être pas totalement aussi l'aspect pénibilité. Ça permet quand même de compenser en grande partie, puisqu'on est à peu près sur des plages de repos de 4 jours pour la majorité des effectifs. Donc, on est vraiment sur une densité horaire et une densité de travail qui est assez forte. Et puis, dernier point qui nous a marqué aussi, c'est ce qu'on appelait la matinalité. Les gens des entreprises de production commencent tôt. La première faction, on est en général autour de 4 heures du matin. Vous verrez, la transformation, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Les chiffres clés qu'on a voulu souligner, simplement pour appuyer un petit peu mes propos, 76% des entreprises de la production ont un rythme en 5-8. 68% des entreprises de la production pratiquent une rotation horaire tous les 2 à 3 jours. Ça, je reviens sur cette notion de rotation horaire rapide des équipes. Et puis, 80% des entreprises de la production maintiennent une activité la plupart des dimanches. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une prégnance assez forte du travail dominical. Et puis, 4 heures du matin, c'est un horaire qui concerne 48% des salariés de la production. Donc, ça nous paraissait aussi une statistique assez remarquable. Si on regarde par rapport maintenant aux entreprises de la transformation, le fonctionnement est un petit peu différent. On est plutôt sur un mode qui va être discontinu, donc plutôt sur du D8, voire du semi-continu en 3-8. Le fonctionnement continu, par comparaison, reste quand même assez marginal, puisqu'il va concerner qu'à peu près que 8% des entreprises de la transformation. Donc, vous voyez les écarts, entre guillemets, par rapport aux entreprises de la production. On est sur une rotation hebdomadaire qui est généralisée. Donc, chaque semaine, il y a des changements d'équipe. Donc, on est sur un rythme de rotation qui est peut-être un petit peu moins rapproché que sur la production. On est sur une activité qui est concentrée sur la semaine, c'est-à-dire que la majorité d'entreprises du secteur de la transformation ne travaillent pas le dimanche. Et les périodes de travail sont quand même davantage standardisées, avec pour la majorité des salariés 5 jours consécutifs travaillés. On était sur 6 sur la production, avec 2 jours de repos. Donc on est vraiment sur un rythme de travail et de repos compensatoire qui est quand même assez différent. On est toujours sur une matinalité marquée, mais un petit peu moins. On n'est plus sur du 4 heures du matin, mais on est sur du 5 heures du matin, ce qui reste évidemment là aussitôt, mais ça marque aussi quand même des habitudes de travail, voire des habitudes de vie peut-être un petit peu différents entre le secteur de la transformation et le secteur de la production. Les chiffres clés qu'on a voulu souligner, 61% des entreprises à transformation fonctionnent en 2-8, 49% en 3-8. Alors c'est normal que ça fasse plus de 100%, puisque parfois on a différents modes d'organisation au sein d'une même entreprise. Il peut y avoir du 2-8, du 3-8, voire du 5-8 suivant les équipes. 90% des entreprises à transformation pratiquent une rotation horaire hebdomadaire. 80% des entreprises à transformation n'ont pas d'activité le dimanche. Vous voyez que c'est une statistique qui est importante, qui est d'autant plus marquante quand on regarde ce qui se faisait sur le secteur de la production. Et puis, sur le sujet de la prise de poste le matin, 74% des salariés de la transformation débutent à 5 heures lors de la faction du matin.
Alors, si on regarde ce qu'on a appelé le portrait robot, entre guillemets, qui est forcément un petit peu théorique, mais tout secteur confondu, finalement, du travailleur posté. Je vous le disais en introduction, la grande majorité des salariés postés aujourd'hui dans l'industrie du papier et du carton sont des hommes, à 84 pour cent. On est vraiment sur un chiffre qui est très élevé. On est sur des salariés qui sont assez expérimentés, hein, puisque la moitié des salariés en travail posté aujourd'hui a plus de 50 ans, ce qui est, je trouve, une statistique quand même qui est assez marquante. Euh, Plus d'ailleurs que dans l'ensemble de la branche, puisque en fait, c'est plutôt 39% des salariés de la branche qui ont plus de 50 ans, ce qui est déjà une statistique importante, mais qui est encore plus importante quand on regarde et quand on fait uniquement le focus sur les travailleurs postés. Et puis, à l'inverse, on a quand même regardé les salariés les plus jeunes, les salariés de moins de 30 ans, ça représente seulement 10% des salariés postés. Donc là aussi, on a, vous le voyez, un vrai enjeu à un moment de comment est-ce qu'on fait pour renouveler, entre guillemets, les générations et comment est-ce qu'on fait évidemment pour former les plus jeunes et leur transmettre les compétences et le savoir-faire des salariés les plus expérimentés. 57% des salariés postés à plus de 10 ans d'ancienneté. On voit bien qu'il y a derrière ce sujet de transmission du savoir, vraiment une transmission du savoir-faire qui est assez importante, puisque les gens sont en poste depuis assez longtemps, depuis plus de 10 ans, parfois sur le même poste. Donc ils ont acquis des compétences assez spécifiques, une expérience qui est assez forte et qui n'est pas toujours évidente à bien transmettre aux plus jeunes générations pour assurer la continuité de service et pour assurer aussi la qualité et parfois une expertise aussi dans le travail. Donc c'est vraiment un des enjeux assez forts qu'on va retrouver par la suite dans notre présentation. Un petit focus qu'on vous a mis ici sur les métiers et les niveaux de qualification, pour comprendre un petit peu où étaient situés d'une certaine manière les travailleurs postés. 9 entreprises sur 10 donc, sur l'industrie du papier et des cartons citent les métiers de la fabrication comme étant des métiers où il y a un recours évidemment au travail posté, devant les métiers de la logistique et devant les métiers de la maintenance. Donc on est vraiment sur ces métiers-là où il y a cette prédominance du travail posté. Et puis on est sur des postes qui font appel à des ouvriers qualifiés, hein, parce que la grande majorité ont cité comme les ouvriers qualifiés comme étant les plus concernés par le travail posté, ce qui est assez cohérent en fait hein, avec la structure de la branche, puisqu'on a un fort taux d'ouvriers qualifiés, à peu près 1,5 fois supérieur à la moyenne. Ça, c'est un chiffre qu'on a pu retrouver notamment dans le portrait de l'emploi dans l'industrie du papier et du carton. On a voulu compléter cet état des lieux par évidemment une petite vision, une petite synthèse des avantages perçus, en tout cas ce qui nous a été remonté au travers en particulier de notre enquête que j'évoquais tout à l'heure. Et puis après, évidemment, on va voir un peu les inconvénients ou les limites. Premier avantage qui est cité assez largement et de manière assez consensuelle entre les dirigeants et les collaborateurs, c'est l'aspect de la rémunération. C'est ce que je reviens au propos liminaire d'Olivier, il en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, ce sujet de rémunération plus élevé, qui évidemment compense d'une certaine manière les contraintes du travail posté, ça reste et ça fait partie aujourd'hui des avantages, j'allais dire perçus comme étant les plus importants lorsqu'on est en travail posté. On est quand même à 70%, c'est vraiment ce que nous ont cité les dirigeants, 65% côté collaborateurs. Deuxième avantage perçu, avec une perception un peu différente suivant les dirigeants et les salariés, mais c'est la capacité qu'offre, que peut offrir, disons, le travail posté pour concilier la vie pro et la vie privée. Alors, vous voyez, les dirigeants le mettent plus en avant que les collaborateurs, puisque les dirigeants, c'est 47%, les salariés, c'est plutôt 26% qui perçoivent ça comme un avantage. La Pour le nuancer un petit peu, ce chiffre, quand on a fait nos entretiens, lorsqu'on a rencontré les uns et les autres, ce sujet de conciliation vie pro, vie privée, c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'il dépend finalement des rythmes de vie un peu de chacun. C'est pas forcément toujours la même problématique, pardon, tout au long, j'allais dire, du cycle de vie, du cycle de travail aussi, de la carrière. La problématique peut un petit peu changer. En tout cas, l'ensemble des collaborateurs qu'on a pu rencontrer et des dirigeants
ont bien ce sujet de conciliation en tête en disant effectivement, parfois, travailler, commencer très tôt, on parlait par exemple de la matinalité à 4 heures du matin, ça me permet de rentrer chez moi le midi et quand même de, par exemple, pouvoir déjeuner avec ma famille, ce qui est quand même un avantage. Donc on est vraiment sur un enjeu qui est assez fort et qui peut être là aussi un avantage, j'allais dire, pour les collaborateurs. Troisième élément qui ressort assez fort, et là aussi, à la fois côté dirigeant, côté salarié, de manière assez consensuelle, c'est pouvoir bénéficier de périodes de repos étendues. On retrouve un petit peu la thématique de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, mais c'est vrai que le fait d'avoir parfois 4 jours de repos consécutifs, dans certains cas, forcément, ça va être un avantage qui est assez largement souligné par les collaborateurs comme les dirigeants. Alors ça, c'était les avantages. Si on passe maintenant aux difficultés ou entre guillemets aux inconvénients perçus du travail posté, le premier qui est ressorti, ça a été les troubles du sommeil. C'était ressorti très fortement dans notre enquête côté salarié, puisqu'on est à 61% des salariés qui ont mis les troubles du sommeil comme étant la principale difficulté liée au travail posté. Les dirigeants aussi reconnaissent ce sujet, même si vous voyez qu'il y a quand même un petit écart de perception, puisqu'on est à 44%, donc les salariés sont évidemment, comme ce sont les premiers exposés à cette difficulté, ils en sont bien évidemment les porte-paroles les plus naturels. Deuxième difficulté, c'est l'impact sur la santé physique. On tourne beaucoup évidemment autour des sujets de pénibilité. 49% des salariés nous ont cité cette difficulté, 39% des dirigeants, donc il y a quand même là aussi un consensus qui est relativement important autour de l'impact sur la santé physique. Santé physique, mais aussi santé mentale. On ne l'a pas remis sur ce slide, mais il y a quand même une forte proportion aussi des collaborateurs, même si cette proportion est un peu moins importante que pour la santé physique, mais qui ont souligné ce sujet d'impact sur la santé mentale, et ça nous paraissait important d'en rendre compte. Et puis, troisième difficulté, c'est le sujet de fatigue chronique, qui, sans grande surprise, est évidemment très lié aux troubles du sommeil. Là aussi, même s'il y a des différences de perception, collaborateurs comme dirigeants sont très sensibilisés et remontent cette difficulté euh, liée au travail posté comme étant un axe de travail important. Justement, moi, je vais continuer avec cette partie où là, on va parler des enjeux du travail posté pour les parties prenantes. Donc, pour cette partie, nous avons interrogé à la fois des dirigeants, des salariés. On a aussi fait une revue de littérature et on a essayé de croiser l'ensemble des données, les propos, etc., pour identifier, essayer de synthétiser, OK, quels sont les grands enjeux du travail posté pour la branche du secteur IPC. Là, on en a parlé, Olivier en a parlé, Florian aussi. Là, dans cette partie, on va voir vraiment plutôt les illustrations, à la fois dans des propos, dans des chiffres de l'enquête. Et puis aussi, on a commencé à voir aussi dans cette partie les débuts de réflexion qu'il y a autour de ce sujet. Donc, la première grande contrainte, c'est les contraintes de production. Donc là, à la fois technique, c'est sûr il y a tout cet aspect technique d'une machine qui peut être coûteuse à arrêter ou impossible aussi à arrêter par rapport à la production. Il y a aussi la pression au niveau du modèle économique, que ce soit la concurrence par rapport au marché, que ce soit aussi des objectifs qui sont donnés par des groupes. Donc là, il y a vraiment ce qui implique finalement une continuité d'activité et d'où justement cette nécessité de faction justement dans le travail. Donc ça, c'est une des contraintes de production. Il y a une deuxième contrainte, c'est tout ce qui est lié à la pénibilité. Nous l'avons parlé justement. C'est sûr que c'est un secteur aussi qui présente une accidentologie peut-être plus marquée et le nombre de maladies aussi professionnelles est peut-être plus élevé par rapport à d'autres industries. Donc, ce qui crée d'importants facteurs de pénibilité à la fois physique, on va le voir aussi psychique aussi. Donc ça, c'est le numéro 2. Troisième point, c'est le maintien des compétences. Il y a beaucoup d'interrogations justement face au grand départ à la retraite d'une forte majorité des salariés. Et justement, grand enjeu, c'est comment former ces nouvelles générations aussi, comment s'assurer de la transmission des compétences d'une génération à l'autre. Quatrième point, le déficit d'attractivité. Le secteur est en concurrence aussi pour le recrutement avec les autres entreprises
en général de même bassin d'emploi. Donc, ce n'est pas toujours évident d'être concurrent par rapport à d'autres industries. On pense à l'aéronautique, défense, etc. Puis les aspirations, 5e point, les aspirations qui sont en train de changer et qui ont changé aussi. Donc, peut-être qu'avant, tout ce qui était le travail faisait vraiment partie du cœur de la vie, alors que maintenant, c'est une sphère parmi tant d'autres dans la vie aussi des différents employés. Donc, on va rentrer dans chacun des points avec un chiffre ou peut-être une citation précise qui pour nous était relativement marquante. Donc, pour tout ce qui est contrainte de production. Donc là, on a vu, il y a vraiment une contrainte qui est très importante. C'est vraiment, on ne peut pas forcément, il y a une contrainte technico-économique compliquée avec la production, les machines, etc. Et aussi, par rapport au marché, c'est difficile d'arrêter justement tout ce qui est la production. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, quand on pose la question aux dirigeants, avez-vous déjà envisagé de cesser le travail posté au sein de votre entreprise, 78% à la fois dans les entreprises de transformation de production nous expliquent que non, ils n'envisagent pas d'arrêter le travail posté et ça monte à 95% dans les entreprises en continu. Donc, les dirigeants sont conscients de cette contrainte, mais qu'effectivement, il faut quand même continuer. Il y a justement une citation d'un des dirigeants qui dit « Vous portez le principe que vous devez faire tourner une machine à papier 365 jours par an. » Donc, on doit faire face à cette contrainte. Après, en parlant justement aussi avec à la fois les dirigeants et les salariés, on voit qu'il y a quand même des réflexions sur ce sujet. On voit qu'il y a 7% des entreprises du secteur qui ont mené une réflexion sur la possibilité, on le voit en vert, d'arrêter le recours au travail posté, ou d'autres qui s'interrogent, OK, si cette contrainte est imposée finalement par notre secteur, est-ce qu'on peut laisser du choix finalement quand même aux salariés à d'autres niveaux? Faites quand même laisser et pas juste subir cette contrainte, mais vraiment laisser le choix à d'autres niveaux. On va le voir par la suite justement dans différentes bonnes pratiques qui sont en réflexion ou qui ont été mises en place. Donc ça, c'est pour la contrainte numéro 1. Deuxième enjeu, les facteurs de pénibilité. Donc là, on voit ce qui est intéressant, c'est que à la fois les salariés et les dirigeants ont conscience des mêmes impacts en fait et des mêmes facteurs de pénibilité. Alors oui, il y a des écarts au niveau des pourcentages, mais l'ordre des facteurs de pénibilité reste le même, en tout cas dans le top 3. Donc le numéro 1, on a les troubles du sommeil. Donc on a 61% des salariés qui citent les troubles du sommeil comme l'une des principales difficultés, contre 44% des dirigeants. Donc ça, c'est vraiment le facteur numéro 1. C'est sûr on nous a expliqué, il y a tout ce qui est la désynchronisation des rythmes. Ce n'est pas évident, en fait, de changer chaque semaine ou selon différents jours aussi, car le corps n'a pas le temps d'adapter à un rythme, ce qui peut être usant, et que ça peut vraiment avoir des impacts sur le sommeil et encore plus à la longue avec les années qui passent. Facteur numéro 2, 49% des salariés citent l'impact sur la santé physique comme l'une des principales difficultés, contre 39% des dirigeants. Là, pareil, il y a un écart de 10 points, mais ça reste le numéro 2 des facteurs. Donc là, il y a une sorte d'usure physique liée aux contraintes des postes. Et facteur numéro 3, c'est 41% des salariés citent la fatigue chronique comme l'une des principales difficultés, contre 29% des dirigeants. Là, ce qui est intéressant, comme le mentionnait aussi Florian, c'est que là, cette fois-ci, moi, j'ai le chiffre de l'impact du travail posté sur la santé mentale. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est 22% des salariés qui ont cité l'impact sur la santé mentale. Et ce n'était pas forcément quelque chose qui avait, par contre, en tête les dirigeants. Là, au niveau des dirigeants, on arrive à 2% des dirigeants. Donc, il y a quand même un écart de 20 points. Donc, c'est quelque chose qu'on trouvait intéressant de mentionner, même si on descend à 22%, s'il y a de plus en plus cette conscience que le travail posté peut avoir un impact sur tout ce qui est santé mentale. Et c'est pas vraiment, cette contrainte est assez, et cet enjeu est assez compliqué aussi à résoudre parce que quand on a vu justement dans les préconisations, quand on le croise avec la littérature médicale ou scientifique, il existe plusieurs préconisations, mais par rapport à ce secteur, c'est pas toujours évident. Ou parfois, c'est aussi par rapport aux habitudes. Donc, on nous a beaucoup mentionné, par exemple, tout ce qui était le changement d'horaire. Donc, par exemple,
commencer plutôt à 6 heures au lieu de commencer à 5 heures ou à 4 heures. Mais quand on parle justement avec les dirigeants ou même les salariés, par rapport aux habitudes, les salariés qui veulent le mettre en place, par exemple, parce que c'est une préconisation justement médicale scientifique, après, ils font face à des salariés qui sont réticents parce que ça fait partie de leurs habitudes, etc. Et du coup, c'est plus compliqué finalement de le mettre en place. Donc, il y a vraiment cet enjeu de comment faire face à la fois aux préconisations et à la réalité aussi du terrain. Oups, ah, je vais à chaque fois trop vite. Troisième enjeu, les compétences à maintenir et recruter. Là, on a vu qu'il y a une énorme ancienneté, une ancienneté assez importante dans le secteur. Donc là, on voit 57% des salariés postés ont une ancienneté moyenne de plus de 10 ans. Donc il y a un vieillissement des effectifs, même si l'âge moyen est de 44,6%, c'est une des plus élevées du secteur industriel. Donc, en général, les dirigeants l'ont en tête et ils ont conscience que c'est un phénomène qui marque justement, notamment les équipes qui sont en travail posté, car la moitié d'entre elles ont aujourd'hui plus de 50 ans. Donc, il y a toutes ces questions de recrutement. On a une nécessité de recruter et le recrutement n'est pas facile. Donc, on voit que 63% des recrutements du secteur sont jugés difficiles, en fait, versus 59% dans l'ensemble de l'industrie. Donc, c'est encore plus difficile dans ce secteur. Et il y a tout un enjeu aussi de transmission. Donc, comment s'assurer en fait que toutes les compétences et qu'il y a une transmission des compétences finalement par rapport aux plus jeunes. Donc, il y a vraiment une sorte d'une pyramide des âges qui est un peu déséquilibrée et que actuellement les entreprises doivent faire face. Et pour justement illustrer ce modèle, dans notre rapport tout au long, pour cette présentation, on n'a pas forcément mis, mais on a plusieurs portraits de dirigeants et de salariés que nous avons interrogés. On a changé pour ce portrait le prénom et la photo, mais c'est un enjeu et en tout cas les problématiques qui sont dans ce portrait sont réelles. Donc là, c'est une personne responsable des ressources humaines qui nous commentait en fait qu'actuellement, pour son entreprise, il y a une très forte concurrence par rapport au recrutement, notamment du recrutement des jeunes, parce que autour de son entreprise, il y a des entreprises d'aéronautique qui font partie de plus gros groupes. Donc, qui dit plus gros groupes dit en général de meilleures conditions salariales et qui sont plus avantageuses aussi. Donc, une entreprise plus petite, ça, son entreprise est de 44 salariés, c'est pas évident en fait de faire face à ça. Donc, c'était un enjeu de recrutement qui est pas du tout évident. Il y a aussi toute cette notion des effectifs qui sont plus seniors. Et donc, comment faire pour à la fois, à la fois trouver des solutions pour les seniors et pour les jeunes, même donner envie, faire monter les jeunes et qu'eux voient justement qu'il y a une évolution au sein des parcours. Donc, par exemple, cette personne avait mis en place des agents de maîtrise pour confier, par exemple, en priorité le pilotage de nouvelles machines numériques, peut-être aux personnes plus seniors, pour donner envie aussi aux jeunes de se dire, voilà, après quelques années, vous pourrez vous aussi avoir accès finalement à ces machines. Il y a aussi une prime formation pour s'assurer de la transmission aussi, donc prime formation de 500 € pour les conducteurs chargés de former les intérimaires. Et puis, mise en place aussi peut-être comme d'un tutorat avec aussi de majoration par rapport à ça. Donc ça, c'était intéressant à ce niveau-là. Et puis, tout repenser aussi, tout le parcours d'évolution technique avec différentes grilles salariales et que ce soit transparent à ce niveau. Pareil, pour donner envie aux jeunes de continuer dans cette entreprise. Quatrième défi, c'est le déficit d'attractivité. On l'a parlé, il y a tout un sujet par rapport à l'image du secteur et surtout quand on compare le secteur par rapport à d'autres entreprises qui peuvent faire partie du bassin d'emploi dans différentes régions de France. Hein. On l'a vu vraiment, que ce soit dans le sud-ouest, dans l'est, etc. Il y a vraiment une forte concurrence pour recruter. C'est sûr qu'il y a tout ce sujet aussi chez les jeunes d'attractivité par rapport au travail le week-end. On nous le mentionne que les jeunes ne veulent plus forcément travailler le week-end ou c'est temporaire, ça va être travailler le week-end, mais vraiment juste pour une courte période et après changer, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, là aussi, on voit que salariés et dirigeants le considèrent que le travail posté est peu ou pas attractif. On monte à 48% des dirigeants
Donc, on est presque à la moitié et on passe à 66% des salariés qui considèrent le travail posté comme peu ou pas attractif. Donc, oui, il y a un écart, mais c'est sûr que ça reste quand même une grande majorité, que ce soit salariés ou dirigeants. Puis, après, il y avait aussi l'hypothèse qu'il y a une méconnaissance en fait, des métiers et pratiques de l'industrie du papier-carton. Il y avait plusieurs mentions à la fois de l'éco-responsabilité, finalement aussi à ce sujet-là, qui était intéressant, ou même l'égalité femmes-hommes, c'est sûr qu'on l'a vu aussi par rapport à un métier où il y avait plus d'hommes qui étaient là aussi. Et le cinquième, c'est les aspirations des salariés qui évoluent. Donc là, on voit que parmi les salariés, quand on leur demande avez-vous déjà envisagé d'arrêter de travailler en horaire posté, on a 66% des salariés qui envisagent ou ont déjà envisagé de cesser le travail posté. On l'a vu, on en a parlé avant, c'est par rapport aux impacts sur la santé, que ce soit physique, psychique. On le voit aussi, beaucoup nous ont mentionné pour l'importance d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et que c'est pas toujours évident et que tout le monde ne voit pas forcément comment allier les deux lors du travail en faction. Et puis, améliorer les conditions de travail, voilà, jugées par certains quand même assez pénibles. Donc, on le voit, il y a une citation d'un salarié qui dit « La majorité des collègues ont une vingtaine d'années d'ancienneté, donc ils regardent pour partir. S'ils retrouvent le même salaire ailleurs en journée, c'est sûr qu'ils partiraient. » Donc ça, on a fait le tour voilà, des 5 grands enjeux. Et donc, face à ça, il y a différentes pistes d'action ou de bonnes pratiques que nous avons identifiées. Justement, sur ces pistes d'action et ces bonnes pratiques, pour vous donner déjà un premier panorama. On a beaucoup insisté dessus, mais pour nous, c'est vraiment très structurant. Il y a vraiment ce sujet de volonté partagée, d'améliorer les modes de fonctionnement. On a voulu le remettre ici parce que c'est quand même ça qui va aussi orienter le choix de telle ou telle bonne pratique. Je fais un petit peu de teasing aussi par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, mais sur ces bonnes pratiques, il y a toujours un temps de travail, de collectif, de concertation avec les collaborateurs, voire de co-construction avec les collaborateurs. Pour nous, c'est assez important. Et je dis c'est assez important parce que c'est aussi vraiment quelque chose de partagé par les dirigeants, par les salariés, comme devant être intégré finalement sur le temps long. Et cette notion de temps long, bah, elle découle finalement d'un certain nombre de leviers, mais aussi de freins, évidemment, au changement. Dans les leviers positifs, vous l'a évoqué tout à l'heure, je passe rapidement, c'est l'amélioration de la santé des salariés et c'est l'amélioration de l'attractivité et de la fidélisation. Tout le monde a envie de travailler, bien évidemment, pour satisfaire ces deux objectifs. Il y a évidemment deux grosses contraintes qui se posent. La première, Marion en a parlé, c'était le premier enjeu, c'était les contraintes techniques et largement du modèle économique. Et puis le deuxième aussi, c'est ce qui nous a été quand même beaucoup cité, notamment évidemment côté dirigeant, c'est la réticence des équipes en disant parfois j'ai voulu essayer de changer de rythme, d'essayer un nouveau mode d'organisation, ça n'a pas marché parce que les équipes n'ont pas voulu. D'où mon sujet d'introduction sur il y a cette nécessité de travailler dans le temps long et de construire évidemment les solutions, je vous disais tout à l'heure site par site, mais évidemment avec les équipes de ces différents sites. Alors, on a fait un travail de cartographie des bonnes pratiques. Alors, cette page, pardon, fait forcément peur, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous lire, simplement pour vous dire que on a identifié beaucoup de leviers. On en a à peu près identifié une quarantaine, encore une fois, dans votre secteur, dans d'autres secteurs. Juste peut-être pour commenter les différentes thématiques qu'on a pu identifier sans forcément rentrer dans le détail, parce qu'on vous en a sélectionné quelques-unes que Jeanne va vous présenter. Premier élément, c'est évidemment des sujets de rotation des équipes. Beaucoup de réflexions, beaucoup de pratiques évidemment sont engagées autour de cette thématique de rotation des équipes. C'est le sujet aussi de capacité parfois à revoir la planification des horaires, avec des modèles parfois très extrêmes. On est dans certains sites sur une planification presque à la carte, d'une certaine manière, avec une capacité à essayer de réserver, pré-réserver certains créneaux préférentiels, entre guillemets, pour travailler, sur des sujets, évidemment,
changement de mode d'organisation avec des horaires planifiés à l'avance, peut-être avec, on revient à la première thématique, une rotation un peu moins forte, mais en tout cas avec une planification refus. Donc on est vraiment sur parfois des modes d'organisation dans une thématique qui peuvent être assez divers. Et puis bien évidemment, rotation des équipes, planification des horaires, ça va quand même souvent ensemble. On est obligé souvent de cumuler, entre guillemets, plusieurs bonnes idées pour pouvoir essayer de trouver finalement la solution qui va le mieux convenir à vos équipes et à vos contraintes. Troisième dimension, c'est le sujet optimisation du travail de nuit. C'est évidemment lié avec la planification des horaires, mais il y a quand même souvent cette attention à quelles sont les équipes, entre guillemets, qu'on va pouvoir faire travailler la nuit. Est-ce qu'il faut faire parfois revoir, je reviens à ce sujet de rotation des équipes, est-ce qu'il faut revoir la rotation des équipes? Est-ce qu'il faut repenser les rythmes de travail un petit peu différents? Ça fait partie évidemment des questions assez récurrentes sur les bonnes pratiques qu'on a pu identifier. Milieu en orange, vous voyez, il y a le sujet de l'aménagement des postes. On a quand même relevé un certain nombre d'initiatives qui sont déjà prises sur le sujet pour essayer d'aménager évidemment les postes, et surtout les postes entre guillemets de fin de carrière. C'est évidemment quelque chose qui mobilise beaucoup les énergies en termes de solutions à imaginer. Et puis après, on est sur des sujets un petit peu différents. On est parfois sur des modèles dits collaboratifs, sur par exemple de la co-construction de planning, sur parfois aussi de la mutualisation d'effectifs entre différentes entreprises pour pouvoir aussi avoir un petit peu plus de flexibilité, offrir un peu des horaires un peu différents aux collaborateurs. On est sur des sujets d'organisation d'une faction ou d'un cycle. Ça peut être par exemple d'organiser les tâches selon les horaires lorsque c'est possible, afin de pouvoir un petit peu mieux gérer la pénibilité. Et puis, dernière partie qui évidemment est assez importante, c'est des sujets où là on ne va pas forcément retoucher au mode d'organisation en soi, mais on va plutôt essayer d'améliorer les sujets relatifs au mieux-être, au bien-être au travail, la qualité de vie, etc. Alors, on a testé en fait, pas toutes, mais un grand nombre de ces mesures, et on a demandé finalement aux dirigeants et aux salariés, au travers de notre enquête, de se positionner sur ce qui leur paraissait être le plus adapté et le plus répondre, à leurs besoins. Ce qu'on vous disait, tout à l'heure et j'insiste encore dessus, mais les mesures d'aménagement, quand on regarde les résultats de notre enquête, sont quand même celles qui arrivent assez largement en tête, puisque si vous voyez le top 3 entre guillemets, en cumulant les réponses, à la fois dirigeants, à la fois salariés, on est sur, des sujets d'aménagement des postes en fonction de la situation de la santé, d'aménagement des postes en fonction de l'âge ou de l'ancienneté et puis, capacité aussi parfois à proposer des postes partagés. C'est pas exactement évidemment de l'aménagement, mais on reste quand même un petit peu autour de cette thématique de partager aussi les modes d'organisation. Avec en plus ce focus, hein, que vous voyez, sur des postes partagés, notamment en fin de carrière. Ça, c'est le top 3 qu'on retient, c'est le top 3 dirigeants. Évidemment, les salariés, c'est un tout petit peu différent. On retrouve le sujet d'aménagement des postes en fonction de la santé. Sur les postes partagés, notamment en fin de carrière, il y a le sujet d'augmentation de la rémunération qui ressort un peu plus nettement, puisque c'est quand même évidemment la première mesure plébiscitée par le salarié comme étant, pas forcément dit comme ça, mais finalement un mécanisme compensateur aussi assez important. Le reste, vous pourrez le je pense, dans le rapport. Et puis évidemment, vous aurez accès au visuel, mais on est sur des sujets, si on regarde un petit peu les suivants, sur l'adaptation d'une rotation en sens horaire, sur une adaptation des temps selon l'horaire, pardon. On a perdu la page, elle va revenir. Voilà, pardon. Sur aussi des expérimentations autour de la semaine de 4 jours. On va y revenir. Jade? Donc, parmi les mesures qui ont été les plus plébiscitées, comme disait Florian, donc aussi bien par les salariés que par les dirigeants, il y a donc la mise en place de postes partagés, notamment pour les fins de carrière. Donc, la mise en place d'une telle pratique, ça permettrait de réduire la pénibilité du travail posté en réduisant l'exposition au travail de nuit et aux horaires rotatifs, d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés les plus expérimentés et d'assurer la transmission des compétences entre
les salariés les plus expérimentés et les nouvelles recrues. Donc, dans le cadre de notre étude, on a identifié 3 ébauches de pratiques de postes partagés. Donc, une qui avait été mise en place par une entreprise de l'industrie papier-carton, donc Chades, qui a mis en place un binôme de transmission entre un salarié expérimenté en fin de carrière qui accompagne une nouvelle recrue pour le former jusqu'à ce que cette personne soit complètement autonome sur son poste. Une autre société, donc la société Iprema, elle réembauche en fait d'anciens salariés qui sont retraités pour venir travailler un jour par semaine pour permettre la transmission des compétences et de leur savoir-faire avec les nouvelles équipes en place. Et enfin, la société donc ArcelorMittal met en place donc pour les salariés qui sont en fin de carrière, qui sont à temps partiel, se voit confier un rôle en fait de tuteur qui permet d'assurer la transmission des compétences avec les nouvelles recrues. Et la mise en place de telles pratiques peut être notamment prévue par un accord d'entreprise qui va formaliser le rôle de tuteur dans l'entreprise. Voilà. Donc, comme disait Florian précédemment, donc pendant notre étude, donc on a fait un grand benchmark auprès d'entreprises du secteur de l'industrie, mais également hors industrie, donc dans le secteur de la santé, de la restauration, des transports. Et on a identifié une quarantaine de bonnes pratiques qui avaient été mises en place. Et parmi ces bonnes pratiques, on en a approfondi 4. Et ces 4 bonnes pratiques, donc on a rencontré les entreprises qui avaient mis en place ces 4 différentes bonnes pratiques et nous les avons également faites présenter donc lors de la Biennale des Paper Team avec les différentes personnes qui étaient présentes lors de notre atelier. Donc la première grande pratique que nous avons identifiée, donc qui a été mise en place par la société Hager. Donc avant, les salariés étaient en rythme en 4x8. Et la société a permis à ses salariés de choisir parmi 4 cycles d'horaire fixes et chaque cycle présentait ou non du travail de nuit ou du travail le week-end. Et c'était un cycle identique chaque semaine, mais donc au sein de chaque jour, les horaires étaient différents. Donc il y a eu évidemment un impact sur la rémunération selon le rythme qui était choisi par les salariés. Ça, c'est la première pratique que nous avons étudiée et qui vous sera présentée juste après. La deuxième pratique donc, qui a été mise en place par la RATP, c'est la semaine de 4 jours qui est organisée sur la base du volontariat par les salariés. Et donc, ça a été mis en place sans augmentation du temps de travail. Ensuite, la troisième pratique que l'on a étudiée, elle a été mise en place par la société Aluminium Dunkerque. Donc, chaque équipe, c'était des équipes qui sont en 5x8. Donc, chaque équipe est dotée d'un sureffectif d'environ 30%. Et ce qui permet d'assurer les départs en congé, en formation, et ce qui permet pour les salariés d'avoir une plus grande flexibilité et souplesse dans l'organisation de leurs congés et formations. Et enfin, la dernière pratique, elle a été mise en place par la société Renarol. Donc, avant, les salariés étaient organisés en 3x8, donc avec des rotations horaires hebdomadaires. Et afin de réduire la pénibilité nocturne, la société a mis en place une rotation rapide, donc associée à un rythme en 3x8, pour que les salariés travaillent seulement 2 nuits maximum par semaine et non plus un rythme donc une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, une semaine de nuit. Voilà, donc ces mesures-là, donc nous les avons faites étudier lors de la Biennale des Paper Team pour étudier notamment leur applicabilité à la branche papier-carton et au secteur donc, de la production et de la transformation. Et donc, Florian, je te laisse la parole pour présenter les différentes analyses d'impact des mesures. Peut-être juste avant de commencer, il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il serait possible de recevoir un complément des exemples d'organisation, planning type de 6x8 versus 5x8 ? En fait, vous avez le détail de ces mesures que vient de présenter Jeanne dans le rapport complet qui est disponible sur le site de OPCO2I. Donc là, par exemple, il y avait un type de planning 6x8, si je ne me trompe pas, sur la mesure numéro 3, équipe avec relève intégrée polyvalente. Et il y a un exemple justement dans le rapport.
Merci et merci Jeanne. Oui, juste pour vous rendre compte évidemment un peu de ce qui est ressorti des différents ateliers et puis surtout pour vous rendre compte parfois aussi des questionnements qui ont pu se poser autour des bonnes pratiques qu'on avait soumis lors des paper teams. L'idée étant, ce que rappelait Jeanne, pour chaque bonne pratique, de se dire, mais finalement, si demain on essayait au sein d'entreprises, de l'industrie du papier et des cartons, de se lancer, entre guillemets, dans ce type de démarche, quel impact ça pourrait avoir en termes d'attractivité, de coûts, de santé, sécurité, de conciliation de la vie pro et de la vie privée, et puis de bien-être au travail. Sur la première qu'on a testée, qu'on a retravaillée avec, je pense, un grand nombre d'entre vous, c'était le sujet des équipes à horaire fixe chaque semaine. Là, l'idée, c'était de revoir les plannings, bien évidemment, de co-construire aussi avec les équipes, bien évidemment, un planning qui puisse correspondre, en tout cas qui puisse proposer finalement différents choix de vie aux différents interlocuteurs. Il y en a qui vont travailler la nuit, il y en a qui ne vont pas travailler la nuit, etc., avec évidemment un impact sur la rémunération. Ce qui ressort en fait de cette analyse, c'est que, évidemment, en termes d'attractivité, ça a été un certain plébiscite. Je pense qu'on peut employer le terme. L'impact a été jugé comme très positif parce que finalement, on donne quand même le choix, même si le collaborateur euh, s'engage finalement sur une année, plusieurs années peut-être, à respecter ce rythme. En tout cas, il s'engage dans un rythme qui lui convient. Le sujet du coût, je dirais que c'était plutôt neutre, puisqu'en fait, la manière dont ça a été fait sur l'exemple sur lequel on avait travaillé, en fait, ça a été fait à ISO coût, donc pas d'impact ni positif ni négatif pour l'entreprise. Pour les collaborateurs, bien évidemment, c'est un peu différent, puisque suivant qu'on accepte plus ou moins de travail de nuit, forcément, il y a des primes qui vont varier en conséquence. Impact plutôt positif, voire même très positif sur santé-sécurité, puisque on est sur des rythmes qui correspondent un peu plus au biorhythme, entre guillemets, de chacun. Donc évidemment, c'est un gain aussi en termes de diminution de la fatigue, par exemple, en termes de réduction de certains troubles, etc. Conciliation vie pro-vie privée, pareil, ça a été largement souligné comme étant très positif pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et puis bien-être au travail, là aussi, impact positif. On était sur une bonne pratique qui était quand même assez consensuelle en termes d'échange, en termes de vision finalement sur ce que ça peut apporter en termes d'avantages, entre guillemets, d'inconvénients. La principale, évidemment, contrepartie, c'est que typiquement aller là-dessus, ça nécessite de changer parfois assez profondément les rythmes de travail, d'organisation de chacun, d'où le sujet de co-construction avec les équipes, et j'allais dire presque de négociation. C'est revenu aussi beaucoup dans les échanges, avec parfois aussi la crainte de se dire est-ce que je vais avoir une capacité finalement à, entre guillemets, contenter tout le monde ou à permettre à chacun d'avoir un rythme qui lui convient. Ce n'est pas forcément évident. Donc il y a évidemment ce sujet du temps long, euh, parfois sur un an et demi, pour réussir à construire ce que j'évoquais tout à l'heure, une cible en termes d'organisation qui puisse être le plus convenable possible, le plus grand. Donc ça, c'était pour la première bonne pratique. La deuxième, que je ne vois pas mon écran, mais ça, c'est moi, pardon. La deuxième, c'est 4 jours travaillés consécutifs suivis de repos, ce qui peut être une forme, entre guillemets, d'adaptation de la semaine de 4 jours, même ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais pour du travail posté. En tout cas, on a essayé de regarder ça avec les équipes. Globalement, le retour a été plutôt positif, évidemment, en termes d'attractivité, puisqu'on est sur une semaine un peu plus compacte. Donc là, évidemment, on considère qu'il y a quand même un impact très positif. Sur la santé-sécurité aussi, un impact positif parce que réduction de fatigue, baisse des accidents de travail, conciliation vie pro-vie privée, bien évidemment, parce qu'on a quand même un repos compensateur qui est assez étendu. Et puis, le sujet de bien-être au travail, bien évidemment, évoluerait positivement avec une telle pratique. Le revers de la médaille, c'est évidemment le sujet du coût, avec un impact quand même pressenti comme étant assez négatif, parce que dans l'hypothèse, dans le cas qu'on avait travaillé, c'était évidemment 4 jours, une semaine de 4 jours, entre guillemets, avec un maintien du salaire, euh, forcément. Donc ça va avoir un petit impact financier non négligeable. Donc, moyennant ce sujet, en disant faut peut-être voir comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur cette dimension financière, on était quand même sur
là aussi un certain consensus comme disant cette pratique, en tout cas, elle nous intéresse, elle nous pose aussi beaucoup de questions. On n'a pas d'ailleurs eu toutes les réponses parce que dans les entreprises qu'on a pu rencontrer, en fait, il n'y en a pas deux, entre guillemets, qui mettent en place la semaine de 4 jours de la même façon. Mais en tout cas, on voit bien que c'est une thématique qui interroge énormément les entreprises, que ce soit côté collaborateur ou que ce soit côté dirigeant. Troisième pratique, celle-ci a suscité beaucoup de débats, en fait, dans les échanges qu'on a pu avoir en atelier. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, en fait, on est une entreprise qui est en 5-8, on va faire, je vais employer ce terme-là, un peu du surstaffing d'équipe, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une équipe en plus, en tout cas, ça c'était le cas qu'on avait initialement présenté, on va avoir un peu plus de personnel sur chacune des équipes. Forcément, il y a un coût, un surcoût entre guillemets, qui va être très important, puisqu'on a en plus de l'ordre, en tout cas dans l'étude de cas qu'on vous avait soumise, autour de 30%. Donc l'impact évidemment financier, il est assez évident et il a été quand même assez répulsif. Après, ça a beaucoup fait réfléchir quand même cette pratique parce que on se dit c'est quand même un vrai confort pour les équipes et du coup une réduction aussi de la pénibilité, une amélioration de la santé et sécurité, une attractivité aussi parce que qui dit avoir aussi un peu plus de monde dans les équipes, bah, ça peut permettre aussi aux gens de faire d'autres choses et d'autres tâches comme de la formation, comme de participer à du recrutement, à l'intégration de nouveaux entrants, de la transmission des savoirs, etc. Et en ce sens, ça a été un vrai intérêt. Donc il y a eu beaucoup de débats et puis d'échanges lors de ces ateliers, avec une idée évidemment alternative qui émerge un peu, qui est de dire plutôt que de surstaffer l'ensemble des équipes, c'est peut-être évidemment une équipe remplaçante, entre guillemets, en plus, un peu mutualisée, pour le dire comme ça, ou une équipe un peu volante, c'est parfois l'expression qui a pu être employée, qui pourrait, alors ça va peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais en tout cas donner aussi un certain élan de flexibilité pour un coût certes plus important, parce que c'est toujours un peu plus de personnel recruté, mais en tout cas moins important que dans l'étude de cas qu'on avait soumise. Donc c'était, je trouve, assez constructif et c'est aussi assez intéressant de voir comment est-ce qu'à partir d'une situation qui paraît parfois même, entre guillemets, un petit peu extrême, on arrive à arriver à quelque chose qui suscite un peu plus de consensus, même si je ne dis pas que les choses sont forcément à répliquer ainsi. Puis la dernière pratique, un petit peu différente, celle-ci, elle s'est concentrée vraiment sur un rythme réaménagé, je vais employer ce terme-là, ou en tout cas réadapté en profondeur, avec 2 nuits travaillées par semaine maximum, et puis réaménagement un peu plus global, un peu plus profond de l'activité de nuit. Ça a été quand même relativement consensuel de se dire qu'il faut évidemment retravailler, en tout cas pour les entreprises et les métiers concernés, et se focaliser peut-être sur l'activité de nuit. Forcément, c'est un sujet de pénibilité majeur, donc tout le monde a envie de travailler là-dessus. Plutôt un impact positif au final, voire très positif sur les critères que j'évoquais d'attractivité, de santé-sécurité, de conciliation vie pro, vie privée ou de bien-être au travail. Impact un peu plus modéré évidemment sur le coût. L'idée étant évidemment que ce soit un impact qui soit le plus neutre possible pour l'entreprise, en disant bah, si on arrive, un peu comme dans le premier cas, à co-construire des plannings qui permettent finalement de répartir équitablement la charge de travail la nuit, de tenir les cadences de production initiales sans faire de recrutement supplémentaire, sans toucher non plus aux paramètres de rémunération, on devrait arriver à quelque chose d'à peu près iso-coût. Mais ça demande, bien évidemment, et je reviens à cette idée, hein, un travail de construction, d'échange, de co-construction, voire de négociation, quand même, là aussi, au cas par cas, et puis en fonction, bien évidemment, des contraintes de production et techniques que vous pouvez avoir dans vos entreprises. Alors peut-être en conclusion, même si je l'ai en grande partie annoncé, je vous le disais, on n'a pas identifié de modèle unique. À la limite, tant mieux, parce que ce qu'on a pu identifier, c'est vraiment cette richesse et je vais peut-être pas assez insisté sur ce terme, mais quand même, on a été très frappé par la richesse des expérimentations, des tentatives, des essais et parfois des bonnes pratiques qui sont pérennisées sur le long terme. Donc ça a été vraiment extrêmement important dans notre mission. Mais après, bah, quelque part, tout le travail est devant vous d'une certaine manière, puisque l'idée, c'est quand même que vous puissiez aussi, alors on l'espère en tout cas, vous servir de notre étude pour aller identifier des pistes de réflexion, des pistes d'expérimentation, les combiner, se dire bah, finalement, est-ce que ça, c'est pas une voie
dans laquelle on puisse se diriger. Alors, pour réussir à, entre guillemets, trouver le bon modèle qui vous convient, il y a évidemment tout ce travail que j'évoquais quand même un peu sur le temps long, qui va nécessairement passer sur, alors déjà, partage d'un diagnostic, évidemment, avec notamment vos collaborateurs pour dire, on a vraiment envie de travailler sur ces thématiques parce qu'on ne pourra peut-être pas tout adresser d'un coup. Est-ce qu'on en est bien d'accord? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres que vous voyez, etc. Donc vraiment, ce sujet de partage de diagnostic pour être assez d'accord quand même sur, entre guillemets, les règles du jeu, les problèmes, entre guillemets, à résoudre et peut-être aussi ceux qu'on ne pourra pas résoudre tout de suite. Deuxième phase, et c'est ça quand même qui est probablement le plus long, et c'est normal, surtout quand on va toucher à des modes d'organisation, du temps de travail, c'est une phase de concertation, de co-construction, encore une fois, entre les dirigeants, les équipes. Je trouve que dans tous les bonnes pratiques qui ont réussi, qu'on a pu rencontrer, il y a vraiment cette capacité à mettre autour de la table à la fois les collaborateurs, les dirigeants, les fonctions RH, parfois aussi le médecin du travail, qui a souvent quand même un rôle assez important, et puis bien évidemment les organisations syndicales, et ça va bien évidemment de soi dans ce type de démarche. Donc il y a vraiment cette phase qui prend souvent du temps, mais qui est probablement la clé principale de la réussite. La deuxième, c'est ce qu'on a appelé la phase d'expérimentation. Dans toutes les entreprises qui ont vraiment revu en profondeur leur mode d'organisation, il y a eu une équipe pilote, pour employer ce terme-là. On a testé avec une petite équipe avant de généraliser. Évidemment, ça permet de faire le bilan en disant est-ce qu'au final, ça a amélioré positivement les choses. Et puis aussi, ça permet d'avoir des collègues qui ont déjà expérimenté, qui peuvent dire, en étant évidemment le plus honnête possible, ce qui a marché, et peut-être aussi ce qui a, entre guillemets, pu décevoir, ce sur quoi il faut peut-être encore un petit peu travailler. Et je trouve que ça a été un des facteurs aussi parfois de facilitation ou d'accélération du changement assez important. Il y a évidemment, je l'évoquais, cette phase d'évaluation en disant une fois la phase d'expérimentation passée, il faut quand même qu'on fasse un petit bilan, qu'on le présente aussi au reste, entre guillemets, des collaborateurs, et puis qu'on puisse identifier les sujets encore à traiter, parce que peut-être que la phase d'expérimentation ne sera pas tout à fait parfaite, avant de pouvoir éventuellement passer à l'échelle et généraliser cette pratique à l'ensemble du site, de l'entreprise et après le monde. Merci beaucoup. On a essayé d'être pas trop long, mais on l'a quand même été. En tout cas, je vois qu'on n'a pas trop perdu de monde en ligne, donc on en est ravis et bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Isabelle, est-ce que vous voulez peut-être un mot de conclusion? Merci beaucoup. Nous avions convenu une fin à midi, donc il y a 10 minutes, si vous voulez poser des questions aux personnes du cabinet Ipsos ou à Olivier Luancy. Alors, Daniel Oui, Tribulaire, bonjour. est-ce que tu peux juste dire ta fonction et ton site, s'il te plaît? Regatta Hygiène, nous sommes basés dans l'Isère à Charavine, et voilà, je suis le directeur du site. Merci pour le diagnostic et l'état des lieux. Parmi les points qui doivent nous conduire à travailler les sujets qui ont été évoqués, j'ai noté une information importante, c'est que dans notre industrie, 50% des salariés auraient plus de 50 ans. Donc voilà, je n'avais pas cette information, je l'ai découverte là, mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que notre industrie a cette spécificité ou est-ce que c'est un peu plus général au niveau de l'industrie en France? On est en train Je de peux vous... répondre de manière globale. L'Opcodosie, qui rassemble la majorité des industries, mène un rapport sur l'emploi dans toutes les industries, et l'IPC fait partie des industries les plus vieillissantes en termes de taux, en effet, de plus de 50 ans.
Et vous le savez, il y a un chiffre que nous rabattons depuis 2 ans qui est le taux de renouvellement de compétences nécessaires d'ici 2030 qui est de 40% des effectifs techniques donc sur les métiers de la production, de la maintenance, du bureau d'études d'ici 2030. C'est un des taux les plus élevés avec quelques autres branches, hein, mais sur les 30 branches de l'industrie de l'OPCO2I, nous faisons partie du top 5 sur le vieillissement de la population salariée. OK. Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire bon courage aux jeunes générations, mais au-delà de la plaisanterie, je dirais que voilà, il y a vraiment un sujet à adresser pour assurer la continuité et la performance de notre type d'activité dans le futur. Voilà, donc voilà, moi, ce sont des sujets sur lesquels je porte une vraie attention et je pense, Isabelle, qu'une suite sera donnée à à ce diagnostic et à cette présentation. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais ça reste à définir, c'est ça? Eh bien, cette étude ayant été commandée par les partenaires sociaux, donc organisations syndicales salariées et patronales, dont certains membres sont ici présents, c'est cette même commission paritaire qui décidera d'une suite à donner, puisque là, on était vraiment sur un état des lieux et un diagnostic. Maintenant, sur les actions qui suivent, je peux laisser la parole peut-être aux représentants de la commission paritaire ici présents s'ils souhaitent la prendre. Bon, semble-t-il, il ne souhaite pas se prononcer. Ah, je vois Albéric de Albéric Planck. apparaît, je le connais. Ok. Vous m'entendez? Ouais. Parce que Oui. c'est bon. Ok. Bah oui, c'est une très bonne question. Après, je ne sais pas, monsieur, quelle est votre appartenance ou pas à une fédération patronale. Bon, bah, c'est un vaste sujet, mais qui concerne aussi l'OPCO2I, donc notre organisme paritaire de compétences auquel je siège, mais d'autres copains, d'autres syndicats, ils siègent aussi. Là, le problème, il est monumental, hein. C'est effectivement l'embauche à peu près de 12 000 personnes. Alors, il y a des fermetures, je sais que ça va pas fort, il y a des restructurations. Ça, c'est malheureusement le déclin de la branche, mais d'un autre côté, le départ de la génération des boomers dont je fais partie, donc les classes 64, 63, mais aussi après 65, 66, dans les 2, 3 ans à venir, c'est monumental, mais toute l'industrie, hein. Après, on a une pyramide des âges, certes, comme l'a dit Isabelle, différente d'autres industries. Alors, c'est pas 30 branches, c'est 29, mais c'est pas grave, Isabelle, hein. Il y a une des branches qui a été fusionnée avec une autre. Mais toute l'industrie cherche actuellement à communiquer d'une façon différente. On a lancé plusieurs campagnes avec des millions d'euros, hein. Alors, c'est pas l'argent des entreprises, un peu quand même. C'est en fait France Compétences qui alimente financièrement les OPCO. Et les OPCO, après, peuvent décider, selon des règles de l'État, Direction générale du travail, ce qu'on peut faire ou pas. Donc, on a beaucoup d'argent pour être présent sur les salons, pour être présent sur les réseaux sociaux, parce que la télévision, hein, et le cinéma, bon, c'est plus forcément là-dessus que les jeunes s'informent. Donc, on avait d'ailleurs hier un conseil d'administration de l'OPCO2I où nous ont été présentés les résultats. Bon, ben voilà, on est entré un peu partout chez les jeunes. On a eu des pics sur le site internet. Après, voilà, on a du mal à recruter, mais ça a été dit dans l'étude, hein. Aussi par rapport au rythme de travail, pas forcément pour des histoires pécuniaires, mais des histoires en fait où les jeunes ne veulent pas travailler en équipe ou ne veulent plus se faire chier, hein, il faut le dire clairement, quoi. Ou alors vous avez des difficultés à recruter, et puis 3 ans après, ils partent parce qu'ils n'ont pas eu de promotion, ou parce qu'ils ont fait le tour de ce boulot. Ça, c'est le vrai problème des générations d'aujourd'hui, hein. Donc d'autres entreprises, alors je sais pas si elle est là, Céline connaît là, par exemple, des RH Blue Paper, décident d'embaucher maintenant des gens de plus de 50 ans qui, eux, ont besoin de manger, pardon, hein, et de travailler, sont peut-être plus compétents et puis restent jusqu'à la fin, quoi. Voilà, voilà un peu les grands défis. Alors je pourrais me parler des heures, hein, mais il faut peut-être pas que je laisse d'autres personnes poser des questions ou Ipsos ou Isabelle répondre. Mais c'est vraiment le sujet du moment. Voilà, trouver du monde, les recruter et les garder. Donc ça fait aussi partie cette étude de nos réflexions pour est-ce qu'on peut pas travailler différemment, hein, ça a été dit, hein.
Après, c'est pas nous, au niveau de la branche, hein, qui allons trouver des solutions. Nous, on peut préparer uniquement quelques plans, on peut préparer que quelques architectures, quelques propositions de développement, et après, c'est vous, entreprise, qui devez, avec vos partenaires sociaux et vos équipes, trouver des remèdes à ce monde d'aujourd'hui. Voilà. Merci Albéric. Je confirme que, en tout cas, cette étude nous démontre que l'industrie papier-carton a vraiment de quoi être pionnière sur le sujet, avec un taux de travailleurs postés important. L'industrie papier-carton a les moyens, en tout cas, d'avancer, puisque cette étude démontre quand même la préoccupation côté employeur comme côté salarié du sujet. Et l'étude démontre aussi que ça ne sera pas au niveau de la branche, bien sûr, que les solutions seront trouvées, mais bien site par site. Par contre, au niveau de la branche, il y a moyen d'accompagner peut-être dans la réflexion et de donner une suite à cette étude sur peut-être un benchmark continu, des retours d'expérience, des partages de pratiques, puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les sites, mais par contre, ils sont peu partagés. Donc, c'est là que la mutualisation au sein de la branche est intéressante et que peut-être elle sera reconduite dans les prochains mois. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier vivement de votre participation, vous saluer et vous confirmer donc que Joshua Mott vous enverra